Notre diapositive de lien d'intérêt que je laisse un petit peu pour que vous ayez le temps de la lire. C'est important quand on parle de vaccins. Et le plan qu'on a choisi, alors l'actualité, elle est surtout sur les infections respiratoires et qui vous seront présentées par mes deux collègues, qu'elles soient bactériennes ou virales. Et dans un second temps, nous interviendrons sur les autres infections qui sont listées. Donc je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et commencer par les infections respiratoires. Et je crois que c'est toi, Marion, qui as la parole et tu peux y aller. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là et merci de m'avoir proposé de présenter avec vous. Donc on va commencer par le pneumocoque chez l'enfant, actualité brûlante. Donc le pneumocoque est la bactérie responsable du plus grand nombre d'infections invasives chaque année chez l'enfant en France, en dehors du streptocoque B chez les nourrissons. Mais sinon, vous le voyez sur cette première diapositive. C'est une infection qui touche essentiellement les âges extrêmes de la vie, donc les nourrissons de moins de 2 ans qui sont en noir et les personnes plus vieilles de plus de 65 ans. L'évolution de l'incidence du pneumocoque a été marquée par une diminution de son incidence à partir de l'introduction du Prevnar 13, qui était en 2010, mais on voit depuis 2015 une réaugmentation de son incidence essentiellement liée à des infections à pneumocoque dues à des sérotypes qui ne sont pas pris et pas inclus dans le Prevnar 13. Chez l'enfant, donc voici un grand nombre de sérotypes de pneumocoque responsables des infections invasives. Le plus important, enfin le plus souvent incriminé, le plus fréquent est le 24F, qui est donc pas un sérotype vaccinal. On voit ensuite le 10A et le 15BC qui sont inclus dans le nouveau vaccin Prevnar 20. Puis le 15A et le 23B, deux sérotypes non vaccinaux, et le 8 inclus dans le Prevnar 20. Il est important de noter qu'on voit quand même une persistance malheureusement du sérotype 3 et du 19F qui sont dans le Prevnar 13 à cause d'un échappement à la vaccination. Et le 22F et le 33F qui sont dans le Prevnar 15, nouveau vaccin aussi, ou Vaxneuvance, qui sont responsables d'à peu près 4 à 5% des infections invasives à pneumocoque chacun. Vincent, je vois qu'il y a eu un message et nous n'avons pas accès au diaporama. Si, je ne comprends pas la remarque. Il y a peut-être un problème de diaporama. Je ne sais pas si vous voyez les diaporamas. Apparemment. Élodie, tu vois la dia? Oui, moi je vois très bien la dia. Peut-être que la question était est-ce qu'ils pourront avoir accès au diaporama plus tard? Bon, ok. Excuse-moi Marion, je t'ai coupé. Et donc maintenant, on va attaquer les recommandations et les nouveautés sur le calendrier vaccinal. Je vous ai fait un schéma avant et maintenant. Et donc la nouveauté est l'intégration chez l'enfant du calendrier vaccinal du vaccin Vaxneuvance, donc Prevnar 15, qui rajoute le 22F et le 33F, avec un schéma vaccinal comme habituellement, à 2 mois, 3 mois si ancien prématuré, 4 mois et un rappel à 11 mois. Je vous ai mis les rattrapages possibles, puisque c'est une vaccination qui est donc obligatoire chez les nourrissons avec le Prevnar 13 et qui va devenir obligatoire, je me suis trompée, à partir du 1er janvier 2025, excusez-moi, elle est déjà obligatoire. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, excusez-moi. Faut lui corriger. Voilà, donc c'est juste l'inclusion du Vaxneuvance dans le calendrier vaccinal. C'est ça qu'il a voulu dire. Voilà, c'est qu'à partir de janvier 2025, il y aurait le Vaxneuvance. Mais c'est déjà obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Au niveau de l'efficacité, on sait que c'est une vaccination qui a une efficacité avec une protection individuelle et de groupe, avec une action sur le portage. Donc c'est ça qui est aussi très important, ça protège aussi la collectivité. Et je vous ai listé les vaccins actuellement disponibles, sachant donc que le Prevnar 20, nouveau vaccin, a l'AMM qu'à partir de 18 ans en France. Voilà, donc Prevnar 20, 18 ans pour répondre à une première question du chat qui fait la différence avec les deux autres vaccins. Exactement. Tu les vois, les questions? Oui, moi je les vois. Ouais. On peut y aller. Ça, c'est pour que vous l'ayez pour vous. C'est quoi faire en cas d'immunodépression. Avec donc la nouveauté, c'est comme pour l'enfant de moins de 2 ans, l'inclusion du Vaxneuvance dans le calendrier vaccinal et la possibilité de vacciner les enfants immunodéprimés entre 2 et 5 ans et 5 et 17 ans grâce à ce vaccin. Mais il n'y a pas de changement avec toujours le
Pneumovax qui a 23 valences et pas le Prevnar 20. Élodie. Et les grands. Bonjour à tous. Donc effectivement, maintenant, on va parler de l'adulte et tout d'abord une diapo qui rappelle le fardeau des pneumonies chez l'adulte. C'était une étude française qui visait à estimer l'incidence des pneumonies communautaires toutes causes hospitalisées entre 2013 et 2019. Et vous voyez que on a un nombre d'épisodes qui est important et surtout un nombre d'épisodes qui est nettement majoritaire chez les plus de 65 ans. Dont plus de la moitié d'ailleurs n'avaient pas de facteur de risque bien identifié. Donc un fardeau qu'il faut tous combattre et c'est pour ça qu'on va parler vaccination sur la diapositive suivante. Donc comme l'a dit Marion, l'incidence des infections invasives à pneumocoque est touche les âges extrêmes de la vie, les plus petits, mais effectivement aussi les plus âgés, et va être responsable d'infections invasives ou non invasives, avec plus de 455 000 infections annuelles, mais tout ça est bien sûr sous-estimé, avec des facteurs de risque qui vont être liés à la présence d'une immunodépression, ça c'est les patients à très haut risque, et à la présence de comorbidités qui confèrent un haut risque d'infection à pneumocoque telles que les maladies respiratoires chroniques, l'alcoolisme ou les cardiopathies. Et je pense que sur la diapositive suivante, on va revenir sur les recommandations telles qu'elles ont été présentées en 2017, c'est-à-dire pas de recommandations basées sur l'âge, mais basées sur des risques d'infection invasive à pneumocoque, tels que je viens de vous les donner, avec l'utilisation d'un schéma qui combinait un vaccin conjugué 13 valences à un vaccin non conjugué 23 valences. Et ces deux vaccins étaient espacés de 2 mois. Oui, mais voilà, sur la diapositive suivante, on va voir que comme chez l'enfant, chez l'adulte, on a une évolution de l'épidémiologie des infections à pneumocoque. Et on voit, par exemple, en bleu, c'est l'année 2001-2002, que les infections invasives à pneumocoque étaient plutôt de sérotype 4, 6B, 9V, 14. Et puis avec l'implémentation des vaccinations, et notamment là, le Prevnar 13 chez l'enfant, eh bien, les infections invasives à pneumocoque sont maintenant plutôt de sérotype 29F ou 8 et sont des sérotypes dits non vaccinaux. Et donc, les industriels se sont mobilisés pour développer des vaccins qui couvrent les sérotypes de pneumocoque effectivement circulants. D'où l'arrivée de nouveaux vaccins, et je pense que c'est la diapositive suivante, qui vont couvrir, en plus des 13 valences du PCV 13, le 22F, le 33F, ça c'est le PCV 15, le Vaxneuvance dont vous a parlé Marion, et le PCV 20 qui couvre le 6C, le 22F, 33F8, 10A, 11A, 12F et 15BC. Et donc, comment on va positionner ça chez l'adulte maintenant? Je pense que c'est la diapo suivante. Eh bien, tout d'abord, il faut rappeler qu'il n'y a plus de développement de vaccins sans conjugaison à une protéine. Pourquoi? Parce que la réponse immunitaire qui est conférée par un vaccin conjugué à une protéine, elle est bien plus robuste avec une mémoire immunitaire plus longue, une prévention du portage, ce qui n'est pas le cas du vaccin polysaccharidique 23 valent non conjugué. Sur le papier, il couvre bien plus de sérotypes, mais en fait, dans la pratique, l'efficacité vaccinale est moins bonne. Et bien sûr, on va choisir les sérotypes que l'on va mettre dans un vaccin, pas complètement au hasard et pas tout à fait juste associés à l'épidémiologie. On va choisir les sérotypes qui vont être plus associés à la mortalité, c'est le cas du sérotype 8 par exemple, responsable de méningite ou des sensibilités diminuées aux antibiotiques. Et donc, c'est comme ça qu'arrive sur la diapositive suivante, je pense, le positionnement de la HAS en 2023. Et la HAS a considéré deux choses. D'une part, l'élargissement de la couverture sérotypique via l'utilisation du PCV 20 versus le schéma combiné. Et puis, je pense que c'est l'animation juste en dessous, la simplification du schéma vaccinal, parce qu'il faut mettre en regard de tout ça la couverture vaccinale chez les populations à risque, qui malheureusement ne dépasse pas 15%
que ce soit pour les patients à très haut risque immunodéprimés ou les patients qui présentent un haut risque, les maladies chroniques telles que le diabète ou les maladies respiratoires chroniques. Et donc la HAS a fait l'hypothèse qu'en simplifiant le schéma vaccinal, on pourrait obtenir une couverture vaccinale un peu meilleure. Et puis, je pense que sur la diapo suivante, j'ai résumé cela avec un schéma. Je te coupe la parole, je me permets, si j'ai donc 65 ans, diabétique, BPCO et que je vais voir mon médecin traitant, il me propose d'emblée un vaccin à 20 valences Prevnar 20. Exactement, J'ai jamais été vacciné dans le passé, bien sûr. tout à fait. Ok. D'emblée, le Prevnar 20 en dose unique, donc dans les mêmes cibles vaccinales que les recommandations de 2017, c'est-à-dire pour l'instant basées sur des risques, donc des maladies. Mais il faut savoir que actuellement, il y a une réflexion autour d'une vaccination uniquement basée sur l'âge. C'est-à-dire qu'on a vu que l'âge en lui-même était un facteur de risque, et donc probablement que prochainement, dès 65 ans, la vaccination de pneumocoque sera proposée en population générale, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. On reste sur des populations à risque, une dose unique de Prevnar 20. Et alors, qu'est-ce qu'on fait chez les patients qui ont déjà reçu des vaccins pneumocoques? Alors, chez des patients qui ont reçu le schéma combiné dans le bon ordre, tel que recommandé, c'est-à-dire le 13 valent conjugué suivi au moins 8 semaines plus tard du 23 valent non conjugué, on peut attendre 5 ans avant de faire un Prevnar 20, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rattrapage vaccinal. Et en revanche, chez un patient qui aurait reçu l'un ou l'autre des vaccins, là, on peut administrer un Prevnar 20 après un intervalle d'1 an. Vous voyez qu'on a quand même une liberté assez large pour l'administration de cette vaccination pneumocoque. Ben, merci beaucoup, Élodie. Bon, on reprendra les questions après, je pense qu'il y en aura quelques-unes. Donc, on va passer maintenant à la coqueluche. Donc, la coqueluche, c'est une infection bactérienne qui va être responsable d'un très grand nombre d'hospitalisations chez les nourrissons de moins d'1 an et en particulier les nourrissons de moins de 5 mois. Elle évolue par pic, là vous voyez depuis 2010 son incidence et le nombre d'hospitalisations. Ça touche au moins chaque année une centaine de nourrissons âgés de moins de 5 mois. En dehors, par contre, des années Covid où les mesures barrières ont fait diminuer tout ça. Et sur cette figure-ci, vous voyez la répartition des cas de coqueluche en fonction de l'âge, et on voit que ça atteint énormément les nourrissons de moins de 6 mois, et que 60% des cas de coqueluche hospitalisés avaient moins de 2 mois, sur les dernières années, et ce sont des nourrissons donc, qui ne sont pas éligibles à la vaccination contre la coqueluche. D'où vient la coqueluche transmise aux nourrissons? Les études montrent que c'est essentiellement l'entourage proche. Donc la mère en premier, les fratries, le père et les grands-parents lorsqu'ils sont proches du nourrisson. Les recommandations actuelles sont restées quasi identiques en termes de vaccination de la population générale. Je vous ai remis les vaccins qui existent et les recommandations. Vous aurez les diapositives pour les regarder tranquillement si vous le souhaitez. Et on va s'attaquer là aux nouveautés sur la diapositive suivante, qui est donc surtout la vaccination de la femme enceinte. C'est-à-dire que depuis cette année, l'année dernière, il est proposé de vacciner toute femme enceinte entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée par un vaccin coqueluche acellulaire combiné, avec petite valence diphtérie et coqueluche. Donc les deux qui existent, c'est Boostrix et Repevax. Quel que soit son statut vaccinal antérieur, même si elle a été vaccinée récemment par la coqueluche, il faut au moins 1 mois de différence, de délai entre le DTP et le vaccin contre la coqueluche, mais c'est aussi à chaque grossesse. Les études ont prouvé l'efficacité de ce vaccin, puisque ça permet de diviser par 4 le risque de coqueluche du nourrisson, surtout le moins de 3 mois, mais aussi le moins de 6 mois, de réduire de moitié le nombre d'hospitalisations et de réduire de 95% le nombre de décès liés à la coqueluche. Il y en a peu, 2, 3 par an, mais c'est déjà trop. Là, depuis le début de l'épidémie, on est à une vingtaine, je crois, chez les enfants. C'est moins que ça. Hein. Moi, j'ai une notion de 15 décès. Ouais. Moi, je pensais qu'on était plus proche des 20. Ah.
Ouais. Oui, voilà. Tu me Moi, j'avais une quinzaine en tête. Ouais, d'accord. Mais Après, il y en a chez les adultes, mais Ouais. qui sont plus difficiles à incriminer directement. Mais il y a déjà eu quand même au moins 15 décès. Ouais. J'ai peut-être regardé moins récemment. Non, non, mais on est entre 15 et 20, je crois. Donc voilà, pour la vaccination contre la coqueluche de la femme enceinte, si jamais la femme enceinte n'est pas vaccinée contre la coqueluche pendant la grossesse ou qu'elle accouche moins d'un mois après la vaccination, celle-ci n'aura pas eu le temps d'être efficace. Donc la stratégie de cocooning qui était déjà préconisée auparavant est toujours préconisée. Le changement, par contre, est que les adultes qui ont plus de 25 ans et qui seront dans l'entourage proche du nourrisson devront avoir un rappel si jamais ils n'ont pas été vaccinés. Enfin, s'ils ont été vaccinés dans les plus de 5 ans. Alors là, c'est moi, pardon. C'est comme j'avais oublié que je parlais. Pour dire que chez les adultes, du coup, comme l'a dit Marion, pour l'instant, il n'y a pas de gros changements, avec donc le rappel coqueluche à 25 ans, avec possibilité de rattraper jusqu'à 39 ans. Pour les femmes enceintes, on en a parlé. Chez les professionnels de santé de la petite enfance, on va dire que c'est un vaccin qui est fortement recommandé à 25, 45 et 65. Et de façon plus générale, on a envie de dire, lorsqu'on en parle avec les médecins du travail, pour tout professionnel de santé à ces temps-là. Ce qui va de toute façon simplifier la chose, c'est que le Revaxis, donc vaccin sans la valence coqueluche, n'est plus ou ne sera bientôt plus disponible, et donc on n'aura plus que des vaccins de type Repevax ou Boostrix Tetra, ce qui facilitera un petit peu cette couverture vaccinale de la coqueluche. Alors on va passer au VRS. Donc on arrive au virus. Donc chaque année, le VRS atteint environ 30% des nourrissons de moins de 2 ans. Donc ça fait un peu moins de 500 000 cas par an en France. Et il est responsable d'hospitalisation de 2 à 3% des nourrissons de moins de 1 an, ce qui fait en fait à peu près 20 000 nourrissons hospitalisés chaque année en France pour une infection sévère à VRS. Et quand on regarde la population infectée et hospitalisée, finalement, en soins intensifs, 88% des enfants hospitalisés pour une infection sévère à VRS sont des enfants nés à terme et sans comorbidité. Alors qu'on avait en tête que c'était essentiellement les enfants à risque de forme grave, cardiopathes, bronchodysplasiques, anciens préma, mais beaucoup d'enfants hospitalisés en soins intensifs pour bronchiolite sévère n'ont pas de facteur de risque. Dans les recommandations, il y a toujours cette recommandation qui existait d'immuniser les nourrissons à risque de forme grave avec le palivizumab, qui est un anticorps monoclonal de courte demi-vie, et c'est une injection par mois pendant la période épidémique. Par contre, ce qui est nouveau, c'est donc ce nirsevimab qui est arrivé donc depuis l'an dernier, qui est un anticorps monoclonal de longue demi-vie et qui est donc indiqué pour tout nourrisson né depuis le 1er janvier 2024 en France métropolitaine, s'il n'y a pas effectivement d'antécédent de vaccination contre le VRS pendant la grossesse. Les doses, c'est donc 50 mg s'il fait moins de 5 kg et 100 mg si le nourrisson fait plus de 5 kg. Les études ont prouvé que la protection est efficace à peu près 6 jours après l'injection de l'anticorps et dure jusqu'à 5-6 mois. Et les données d'efficacité montrent une diminution de 70 à 80% des hospitalisations pour infection sévère à VRS de l'enfant. Et c'est bien toléré. La deuxième nouveauté et recommandation est la vaccination de la femme enceinte contre le VRS par le vaccin Abrysvo. C'est pour toute femme enceinte entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée, entre septembre et janvier, puisque en période d'épidémie. C'est des recommandations qui sont nouvelles et c'est pris en charge à 100%, sachant que c'est pour cette grossesse c'est pour une première grossesse. On verra ensuite pour les grossesses suivantes si on peut vacciner plusieurs fois les femmes enceintes. C'est moins clair que pour la coqueluche. Voilà, la coqueluche, c'est merci chat. La coqueluche, c'est chaque grossesse, on vaccine contre la coqueluche. Le VRS, il n'est pas pour l'instant clair de savoir si, en termes de sécurité et de données pharmacologiques, s'il sera recommandé pour des grossesses ultérieures d'une maman déjà vaccinée. Ok. Du coup, quoi choisir entre le Beyfortus et l'Abrysvo? C'est la diapositive suivante. Donc,
Ça va être les deux ont une efficacité qui est prouvée et qui est à peu près identique. Il n'y a pas eu d'étude Beyfortus contre Abrysvo. Il est important d'administrer le Beyfortus à un nouveau-né si l'Abrysvo n'a pas été efficace, c'est-à-dire que s'il a été administré moins de 14 jours avant l'accouchement, puisqu'il n'a pas eu le temps d'être efficace. Les autres moments où du coup le Beyfortus est recommandé plutôt que l'Abrysvo, c'est une maman immunodéprimée qui pour l'instant n'est pas dans les recommandations de vaccination contre l'Abrysvo. Voilà comment aider vos patients à choisir. Ouais, ça sera une vraie question, je pense. Ouais. C'est pas cette année, mais pour les médecins généralistes, vous aurez sûrement cette question-là. Est-ce que, on en reparlera, je pense, au moment des questions, est-ce que c'est la maman qui se vaccine ou est-ce que j'immunise mon bébé? Donc ça sera assez intéressant pour les gynécos, les pédiatres et les généralistes. On pourra... Lequel fonctionne le mieux pour l'instant, les données, c'est réduction d'à peu près 80% du nombre d'hospitalisations pour les deux. D'accord, donc Oui, c'est pas sur ça qu'on va choisir, ouais, tout à fait. Bon, on y reviendra après, je pense. Alors, du coup, pardon, excusez-moi, donc Élodie pour les adultes. Tout à fait, merci. Donc effectivement, le VRS, on le connaît très bien, vous le connaissez très bien, particulièrement chez l'enfant, mais on se rend compte aussi qu'il est bien présent chez l'adulte avec des symptômes extrêmement variables, hein. Alors bon, pour rappel, vraiment une saisonnalité, novembre-mars, et puis ça peut être finalement le virus du rhume, le virus d'une bronchite, mais aussi le virus responsable d'une exacerbation de maladies respiratoires chroniques telles que le CO, et le virus parfois responsable de pneumonie qui amène le patient en réanimation, sous oxygène, intubé ventilé. Et on a des études, notamment des études françaises, qui nous montrent que une pneumonie à VRS n'est pas moins grave qu'une pneumonie grippale. Donc, il y a aussi un fardeau du VRS chez l'adulte, particulièrement quand il est âgé et particulièrement quand il est comorbide. Et je pense que la diapositive suivante va dans le même sens, puisque c'était pour vous montrer les hospitalisations liées aux infections AVRS sur la base d'études américaines, que je ne vais pas détailler, c'est pas l'objet, mais pour bien vous montrer que l'incidence augmente en fonction de la tranche d'âge, avec un poids des comorbidités qui est très important, puisque vous voyez que quand on a une BPCO, on a un ratio d'incidence qui va être multiplié par 13. Quand on a un diabète, le ratio d'incidence va être multiplié par 6. Donc, ce qu'il faut retenir, et c'est, je pense, l'explication de la diapositive suivante, c'est les différents facteurs de risque d'infection grave AVRS chez l'adulte. Donc, on a vu l'âge, en particulier les plus de 65 ans, les patients qui présentent des maladies respiratoires chroniques, et dans les études, on arrive quand même à différencier la BPCO, l'asthme sévère, les pneumopathies interstitielles diffuses, et de façon assez large, l'insuffisance respiratoire chronique. Les patients qui sont atteints de diabète, les patients insuffisants cardiaques qui ont une maladie cardiaque chronique, là c'est un petit peu plus difficile d'avoir plus de détails dans les études, et bien sûr les immunodéprimés, qu'ils le soient compte tenu d'un traitement immunosuppresseur ou d'une maladie qui va conférer une immunodépression telle que des hémopathies malignes. Et donc, chez ces patients-là, bah, clairement, il va falloir utiliser ces nouvelles ressources, d'autant qu'effectivement, il y a des complications qu'on dit aiguës à court terme des infections AVRS, mais il y a aussi les complications à moyen, voire à long terme. Et on sait que, comme la grippe, on a un risque d'infarctus du myocarde dans les 7 jours qui suivent une infection AVRS qui est multiplié par 3. Je vous rappelle cette étude très intéressante qui a été publiée dans New England, qui montre bien le lien entre grippe et survenue d'événements aigus, ici cardiovasculaires, mais ça peut être d'autres événements. On va en reparler. Et puis, il y a la question de l'autonomie. Quand on parle de patients âgés, on essaie de faire en sorte que le vieillissement soit le plus réussi possible, comme on dit. Et donc, il y a des études qui ont montré qu'après une infection grippale, mais aussi après une infection AVRS, il y avait une autonomie à domicile qui diminuait nettement. Donc là aussi, un levier potentiel. Et donc, je pense que sur la diapositive suivante, je vous montre les 3 vaccins VRS qui sont
en développement, dont 2 approuvés. Donc l'idée n'est pas de tout lister. Globalement, ce premier vaccin, c'est le vaccin Arexvy qui est développé par GSK. Son AMM est basé sur une étude qui a concerné les plus de 60 ans, plus de 24 000 patients. Bien sûr, comme chaque essai de phase 3 de vaccinaux, les immunodéprimés sont exclus. Il y a des études en cours dans cette population en particulier. Ce vaccin-là est un vaccin protéique monovalent avec un adjuvant qui protège de façon très efficace vis-à-vis des infections respiratoires basses AVRS. L'autre vaccin qui arrive est le vaccin Pfizer cette fois, donc c'est l'Abrysvo, c'est le même que le vaccin dont vous a parlé Marion chez la femme enceinte. Là, c'est un développement chez le plus de 60 ans. Là, c'est un vaccin bivalent, sans adjuvant, donc qui va concerner les adultes de plus de 60 ans, dans une étude qui a considéré plus de 30 000 patients, là aussi sans immunodéprimés, et avec une efficacité là aussi très intéressante, avec un profil de tolérance acceptable. Ces 2 vaccins sont approuvés par les agences européennes de santé et sont d'ores et déjà disponibles en France, mais pas encore remboursés. Le troisième, c'est un vaccin qui a été développé par Moderna avec une plateforme ARN messager, donc que vous connaissez pour les vaccins Covid. Là aussi, chez l'adulte de plus de 60 ans, et là aussi avec une efficacité très intéressante et une tolérance, ma foi, tout à fait satisfaisante. Il faut noter que les définitions d'infection respiratoire basse dans ces 3 essais de phase 3 différaient, ce qui rend la comparaison stricto sensu de ces 3 vaccins impossible. Donc voilà pour ces 3 vaccins. Alors la HAS est positionnée, alors pas le 4 avril d'ailleurs, mais plutôt au mois de juillet, en faveur de l'utilisation de ces vaccins, Arexvy ou Abrysvo, qui sont donc les 2 vaccins actuellement disponibles. Et c'est positionné en faveur de leur utilisation en population générale pour les plus de 75 ans et dès 65 ans chez des patients qui présentent des pathologies respiratoires ou cardiaques. Mais comme je le disais, pour l'instant, la SMR qui a été donnée en commission de transparence est de niveau 5 et donc on n'a pas encore de remboursement pour ces 2 vaccins chez le plus de 60 ans. Et je pense qu'on passe à la grippe. Et du coup, Oui. je vais enchaîner sur la grippe chez l'adulte. C'est la 4e cause de mortalité par infection respiratoire dans le monde, donc c'est quand même énorme. En France, vous connaissez le recours aux soins des patients grippés, et particulièrement chez les plus de 65 ans, qui représentent 60% des hospitalisations pour grippe et 90% des décès. Clairement, encore un fardeau très important. Je pense que sur la diapo suivante, on rappelle également les différents vaccins disponibles. Alors, ce sont encore des vaccins inactivés en dose standard et qui seront encore quadrivalents pour cette saison, c'est-à-dire 2 souches virales A, 2 souches virales B, qui préviennent environ 50% des hospitalisations. Donc, c'est pas un vaccin parfait, c'est pas un vaccin extrêmement efficace, mais il prévient quand même les formes graves. Et il faut rappeler que chez un patient, il faut également vacciner son entourage pour le protéger de la grippe. Autre point qu'il faut noter, c'est que le vaccin haute dose, donc à 60 microgrammes d'hémagglutinine par souche, l'Efluelda, ne sera pas disponible pour la saison 2024-2025. On espère qu'il reviendra pour la saison 2025-2026. Et bien sûr, il faut rappeler que les mesures barrières sont tout à fait efficaces vis-à-vis des infections grippales comme l'oseltamivir en cas de contagion avec un cas avéré. Le Covid. Le Covid, on va aller rapidement. Les facteurs de risque de Covid grave, eh bien, c'est l'âge, mais également l'existence de comorbidités, notamment des maladies respiratoires chroniques. Je pense qu'on peut passer sur cette diapositive. Actuellement, c'est finalement assez simple, hein. On a plus parmi les différentes plateformes vaccinales qui ont été développées au début de la pandémie, on n'a actuellement que les vaccins ARN messagers qui sont utilisés.
actuellement adapté au variant Omicron JN1, qui est le variant circulant, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Donc ça de façon assez claire. Et la cible de la vaccination reste la même, c'est-à-dire les plus de 65 ans, les résidents en EHPAD, du SLD, les immunodéprimés, toute personne considérée comme à très haut risque du point de vue du médecin, ainsi que les personnes en contact des personnes à haut risque, et puis les personnes qui le souhaitent, et bien sûr le personnel soignant. On peut proposer la vaccination dès 6 mois après la dernière infection ou injection de vaccin Covid, délai qui peut être réduit à 3 mois chez les plus de 80 ans ou chez déprimés, pardon. Et puis, il faut juste rappeler qu'il existe un traitement curatif qui est efficace chez les patients à risque de forme grave, soit l'association Nirmatrelvir-Ritonavir, le Paxlovid, ou le Remdesivir. Et bien sûr, respecter les gestes barrières. Et je passe la parole à Marion ou à Charles. On le dira jamais assez, en effet, les gestes barrières en cette période automnale. Donc, on va continuer. Merci beaucoup, Elodie, avec les autres infections. Et encore une fois, merci pour ton expertise de pneumo-infectio. Et donc, Marion va bien sûr aborder un sujet hautement d'actualité, à savoir le méningocoque. Me revoici. Donc, les infections invasives à méningocoque en France, c'est un peu moins de 600 cas par an. Et les tranches d'âge les plus touchées, c'est essentiellement les nourrissons de moins d'1 an et de moins de 2 ans. Puis, il y a une recrudescence entre 15 et 24 ans avec un pic pile à 18 ans. Puis, du coup, les personnes âgées de plus de 85 ans. La répartition des sérogroupes des infections invasives à méningocoque en France, c'est une globale stabilité du méningocoque B. La diminution qu'on voit, c'est les années Covid et gestes barrières, qui donc sont importants. On voit ensuite l'émergence et l'augmentation importante des sérogroupes W et Y, sachant que le W a une particularité, c'est qu'il est très très létal. Déjà, le B, le Y et le C, c'est pas génial, mais lui, il a une très forte létalité. Et le méningocoque C, on voit une diminution et une quasi-disparition de ces sérogroupes-là. On peut dire que ça, c'est l'effet positif de la vaccination méningo-C, Oui, comme on avait vu chez les Anglais. voilà. Et que le A, pas d'A, Là, non, il n'y en a pas. pas d'A, pas de chocolat. Ok. La répartition maintenant des sérogroupes en fonction de l'âge. Donc on voit chez les moins de 4 ans une majorité d'infections invasives à méningocoque B, avec à peu près 60% des cas, mais c'est quand même une diminution de l'incidence des infections à méningocoque B, puisque c'était plus élevé dans les dernières années. Et il y a une augmentation progressive de la part prise par le Y et le W, qui représentent à peu près 40% des infections invasives à méningocoque de l'enfant de moins de 4 ans. Ensuite, plus l'âge augmente, plus le méningocoque B diminue et le méningocoque Y et W augmente. Les nouvelles recommandations, attention, on s'accroche. On va commencer par le méningocoque B. Donc, avant les recommandations HAS de juin 2021, il était recommandé uniquement chez les immunodéprimés. Et depuis 2021, avec une obligation vaccinale qui sera mise en place à partir du 1er janvier 2025, il est recommandé chez les nourrissons âgés de 2 mois à 2 ans, avec un schéma en 3 injections, 2 doses de primo-vaccination à 3 et 5 mois et un rappel à 12 mois. Et cette vaccination peut être rattrapée jusqu'à 2 ans. Je vous ai mis les schémas détaillés, sachant qu'il n'est pas recommandé de rattrapage après 2 ans au vu de l'incidence et la part moins importante des infections invasives à méningocoque B chez ces patients. Il est pas recommandé mais remboursé chez l'adolescent et le jeune adulte entre 15 et 24 ans, puisqu'il y a ce pic d'infections invasives à méningocoque. C'est plutôt du Y et du W, mais il y a aussi du B chez les adolescents et jeunes adultes entre 15 et 24 ans. Donc les recommandations HAS, c'est qu'il n'est pas recommandé chez cette population, mais c'est qu'il soit remboursé si l'adolescent ou le jeune adulte souhaite se vacciner. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est bon? Non, mais j'y reviendrai. J'ai oublié d'enlever ça puisque c'était ma partie, mais c'est très bien. C'est adolescent et adulte, donc c'est un peu les deux. Voilà. Je vous ai listé du coup l'efficacité de la vaccination contre le méningocoque B et les 2 vaccins qui existent, sachant qu'ils ne sont pas interchangeables et que le Bexsero est le seul qui est disponible et à l'AMM en France à partir de 2 mois. Et du coup, le méningocoque B, le vaccin, attention, a une protection et une immunisation qui n'est que individuelle.
On arrive maintenant au méningocoque C et au méningocoque ACYW. Auparavant, il était recommandé de vacciner les enfants contre le méningocoque C à partir de 2 mois, avec une obligation depuis 2018. Et maintenant, c'est une recommandation depuis là, 2024, de vacciner contre le méningocoque ACYW les nourrissons de moins de 12 mois, avec un schéma en 2 injections, une première dose à 6 mois et une deuxième à 12 mois. J'anticipe une question possible. Pourquoi on ne fait pas à 5 mois le Nimenrix? C'est que s'il est fait à 5 mois, il faut en fait 3 doses. 2 doses de primo-vaccination et un rappel. Alors que si on le fait à 6 mois, l'immunogénicité et l'immunité engendrée ne nécessitent pas de deuxième dose de primo-vaccination. Donc pour plus de simplicité, c'est 6 mois, 12 mois. Pas de rattrapage indiqué et recommandé par l'HAS entre 12 mois et 11 ans. Et par contre, en vue de prévoir le pic d'incidence des infections invasives à méningocoque entre 15 et 24 ans, on revaccine tout adolescent à partir de 11 ans contre une dose contre le méningocoque ACYW, quel que soit son statut vaccinal antérieur. Voilà. Ok. Je vous ai listé les 3 vaccins qui existent. Donc, de toute manière, pour le nourrisson, avant 12 mois, il n'y a que le Nimenrix, mais à partir de 12 mois, il y a Menquatfi et Menveo, et ils sont interchangeables. Alors du coup, moi c'est un peu plus petit, je suis désolé. Le méningo et le jeune adulte, donc c'est un peu ce que tu as dit puisqu'on va être sur des zones de chevauchement. Mais comme vous le savez sûrement, et il y a beaucoup dans l'auditoire de gens qui se sentent concernés, j'ai eu beaucoup d'appels de collègues dont les enfants sont dans cette tranche-là, entre 15 et 24 ans. Donc il y a maintenant une recommandation du vaccin quadrivalent dans la tranche, comme l'a dit Marion, qui finalement va être à risque, c'est-à-dire les 18 ans. Donc on peut vacciner ces enfants qui ont peut-être eu du C, mais qui pourraient bénéficier justement du quadrivalent entre 15 et 24 ans. Viendra après l'histoire du remboursement, mais sachant que c'est quand même un vaccin pour l'instant qui est pas très cher, de l'ordre de mémoire de 40 €. Et pour ce qui est du méningo B, on est à peu près sur le même positionnement pour la HAS, à savoir que dans la tranche 15 à 24 ans, il est possible aussi de réaliser 2 injections du méningo B, qui pour l'instant n'est pas officiellement remboursé, là aussi qui est moyennement onéreux puisqu'il est à 80 € l'injection. Donc c'est des questions qui sont très évolutives et c'est vrai qu'on vous invite pour cela à toujours être, on l'a pas dit en introduction, mais attentif au calendrier vaccinal et également aux recours HAS qui sont parfois pas toujours en adéquation et le calendrier vaccinal faisant foi, et c'est à partir du moment où c'est inscrit au calendrier vaccinal que le remboursement est le plus souvent effectif à part certains vaccins. Alors, je vais finir par des vaccins aussi pour lesquels il y a de l'actualité et un vaccin qui est, je pense, très très peu utilisé en France, qui est le vaccin du Zona. Et comme l'a dit tout à l'heure Élodie, on voit bien le fardeau du Zona avec l'âge, hein, puisque vous voyez qu'à partir de 60 ans ou même 50 ans, et je vous dirai pourquoi 50, mais on voit 60, une explosion des cas de Zona. Alors certes, vous n'allez pas en mourir, mais il y a quand même pas mal de conséquences et notamment de douleurs, et notamment chez des patients immunodéprimés, comme par exemple, vous voyez à droite en bas, les patients séropositifs, ou bien des hémopathies, des cancers, des lupiques et encore plus des transplantés, chez qui avec l'ancien vaccin on était ennuyé, puisque c'était un vaccin contre-indiqué chez les immunodéprimés. Donc avant on avait deux vaccins, c'est-à-dire le vaccin vivant atténué Zostavax, que je pense peu d'entre nous a prescrit. Et puis finalement, ça nous simplifie la chose avec uniquement le nouveau vaccin Shingrix, donc qui est un vaccin avec une protéine d'enveloppe du VZV, adjuvanté pour ceux qui se souviennent avec l'AS01, mais dans sa forme B, donc a priori moins d'effets indésirables que l'AS01 qui avait pu être utilisé dans le passé, à 2 injections à 2 mois d'intervalle, avec une efficacité sur les zonas et également sur éventuellement les douleurs post-zostériennes remarquables, une AMM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les plus de 50 ans, mais une utilisation pour les plus de 65 ans.
Donc en pratique, actuellement, c'est pas très dur, mais il faut connaître les rouages. C'est-à-dire que la reco actuellement est de proposer ce vaccin dès 18 ans si on est immunodéprimé de type cancer ou immunodépression et si possible avant le traitement immunosuppresseur. Et dans la population, c'est très simple, c'est dès l'âge de 65 ans. Bien évidemment, il faut attendre 1 an si on a déjà eu le vaccin précédent. Et si vous voulez en faire bénéficier vos patients sans traitement, il y a un accès direct, et il faut bien le préciser sur votre ordonnance, dans les pharmacies à usage interne, autrement dit à la rétrocession des pharmacies hospitalières. En revanche, si vous les envoyez en pharmacie de ville, le vaccin sera à leur charge et ça sera un minimum de 422 €. Alors, il y a certains patients qui les ont payés, mais je ne pense pas que tous les patients soient prêts à le payer. Et c'est un vaccin qui, je pense, grâce à tout ça, va pouvoir prendre son essor. Et juste un mot, même si Vincent me disait que c'était peut-être pas l'actualité, mais bon, c'est mon cœur de travail, les IST, sur le papillomavirus, parce que quand même, ça reste encore un vaccin primordial, mais qui est pas encore assez utilisé. Vous savez tous qu'il y a actuellement ces campagnes au collège, mais même malgré tout, vous pouvez avoir des indications à proposer ce vaccin dans les conditions qui sont listées dans le carré bleu. Donc 11 et 14 ans, normalement, ça va se faire au collège, mais vous pouvez le proposer en rattrapage jusqu'à 19 ans, quel que soit le genre et le sexe. Et pour l'instant, chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, jusqu'à 26 ans révolus, en 3 injections. Pour les plus jeunes, c'est 2 injections. Et je parlerai que du Gardasil 9, puisque finalement, l'autre vaccin Cervarix n'a plus trop sa place actuellement avec ce vaccin qui couvre 9 valences potentiellement, enfin à haut risque oncogène, pardon. Bien évidemment, on rappelle, mais ça c'est juste pour de la prévention, qu'il n'y a pas, le vaccin ne remplace pas la prévention. Et je terminerai par une dernière IST, parce qu'il y a quand même beaucoup, alors je ne sais pas si c'est dans votre patientèle c'est le cas, d'amalgame entre l'épidémie Mpox Clade 2B 2022-2023 qui a été une IST comme le rappelle la HAS chez les populations vulnérables et essentiellement les HSH, versus l'épidémie actuelle Clade 1B en République démocratique du Congo et pays adjacents. Donc on est vraiment sur 2 choses différentes. Donc si on est sur l'épidémie 2022-2023, il y a listé les personnes qui sont éligibles à la vaccination et c'est chez ces personnes-là uniquement en France que l'on vaccinera. Si on est né avant 80, on n'aura qu'une seule injection du nouveau vaccin qui a beaucoup moins d'effets indésirables que le vaccin que vous avez eu si vous êtes né avant 80. Et si vous êtes né après 80, c'est un vaccin qui se fait à 2 injections à 2 mois d'intervalle. Après, il y a la possibilité éventuellement de proposer à 2 ans du dernier vaccin pour les plus jeunes un rappel. Honnêtement, pour l'instant, on n'en fait pas beaucoup. Et enfin, il n'est pas recommandé, si on a fait le Mpox, de faire des rappels derrière. Ces vaccins se feront soit dans des centres de maladies infectieuses ou bien au Cégide et pas de vaccin actuellement en France métropolitaine, mais par contre, dans le cadre de voyages en zone à risque, il y a également des recommandations et dans ces cas-là, vous pourrez peut-être orienter les patients vers des centres type santé voyage, comme par exemple à Bordeaux. Donc, je voulais conclure, et on est pile dans le timing, Vincent, en remerciant nos 2 oratrices de choc. Et peut-être qu'Élodie pourra dire un petit mot, de faire son auto-promo. Oui, non, juste pour vous dire que la Société de pneumologie de langue française et le groupe de recherche en pneumo-infectio a édité des petites pocket guidelines d'un guide pratique de vaccination en pneumologie qui est le fruit d'une très belle collaboration avec la Société de pathologie infectieuse de langue française et la Société de microbio. Ces petits guides pratiques ne sont pas qu'à destination des pneumologues, ils sont à destination de qui le souhaite et ils abordent aussi des questions très générales sur comment on vaccine un patient sous anticoagulant, quel vaccin on peut faire en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire chez un patient qui a un cancer. Et donc, ce petit guide pratique sera diffusé par les laboratoires partenaires. Donc, bien sûr, les industriels n'ont pas eu le droit de regard
vis-à-vis de ce guide. En revanche, on- on utilise leur force de frappe pour la diffusion de ce guide. Voilà. Merci Elodie. Donc ça va être le temps des questions. Vincent, s'il te plaît. Merci, je remercie tous les connectés parce qu'on est vraiment nombreux de toute la Nouvelle-Aquitaine, donc ça fait très plaisir. J'ai une question très précise de ma copine Stéphanie, mais on va pas la faire Stéphanie, on va te répondre directement parce que c'est plutôt un cas particulier si tu veux bien. On va partir sur les questions plus générales avec le Prévenard 20. On ne sait pas encore s'il y a un positionnement des rappels tous les 5 ans ou on en est où de ça. C'est-à-dire chez un adulte qui aurait une indication vaccinale, on fait une injection. Et pour l'instant, c'est tout, où on fait un rappel tous les 5 ans. Elodie? Oui, tout à fait. On fait un Prévenard 20 et d'ici à 5 ans, il y aura des données qui nous diront quoi faire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de données sur la nécessité ou l'intérêt même d'une revaccination. Merci. Du coup, on revient un peu en arrière, on revient sur le pneumo. Sur le Prévenard 20, donc on ne le fait pas du tout avant 18 ans. Il n'a pas l'AMM en France chez les moins de 18 ans. Il y a les recommandations européennes à partir de 6 semaines, mais pas encore en France. Ça va peut-être être étudié. Et quant au schéma de primo, qu'est-ce que tu me Parle plus fort. Oui, pour le schéma de primo-vaccination chez les nourrissons contre le pneumocoque, quelle doit être la place du Vaxneuvance versus le Prévenard 13 maintenant? Parce que nous, on ne le fait pas pour l'instant trop, à Langoiran en tout cas, mais est-ce que… C'est pas les valences les plus incriminées de rajouter le 22F, le 33F, mais c'est quand même 4 et 5% des infections invasives à pneumocoque chez l'enfant. Donc ça vaut le coup de rajouter ces deux valences et faire le Vaxneuvance plutôt que le Prévenant 13. Donc on peut basculer nos habitudes. Oui. Okay. Il y avait des questions sur la coqueluche, donc là je pense que je peux le prendre dans ma voix, la revaccination coqueluche à chaque grossesse, quel que soit l'écart entre les grossesses, ça c'est acté, même s'il y a moins de 5 ans entre chaque grossesse. C'est entendu. Les vaccinations contre les infections pneumo, est-ce qu'on peut les faire toutes les 3 en même temps? Oui. À Brisevaux. Grippe, Covid à Brisevaux, oui. Ouais. Le seul délai qu'il faudra respecter, c'est après au moins 2 semaines pour faire le vaccin contre la coqueluche. Mais on peut faire les 3 en même temps. Alors en pratique, une femme, pour les infections respiratoires, les 3 peuvent être en même temps. Grippe, Covid à Brisevaux. En revanche, si elle a eu la coqueluche, il faut respecter 15 jours. Ouais. Ok. Est-ce que Et chez l'adulte, on rappelle, et ça Elodie sera d'accord avec moi, qu'il n'y a aucun souci pour faire grippe et Covid en même temps. Je pense que ça passe dans les mœurs, je le vois dans mes consultations, mais ça aussi on n'a pas rappelé le rôle et l'importance des pharmaciens également qui nous aident dans tout ça, et donc il n'y a aucun souci là-dessus aussi. Merci. On peut faire l'injection de nirsevimab en même temps qui n'est pas un vaccin, hein, c'était pour reprendre la question. On ne peut le faire en même temps que n'importe quelle autre vaccination chez le nourrisson. Oui. Lors de la même séance, donc parce que c'est vrai que sinon il y a beaucoup de reconvocations, donc voilà. Oui. Là, c'est une petite question personnelle pour Madame Blanchard. Les Fluelda, donc qui n'aura pas cours cette année, on a vraiment le positionnement, un intérêt à le proposer chez les sujets en EHPAD, les sujets très âgés, les sujets très immunosénescents. Oui, on a des données qui montrent une amélioration de l'efficacité vaccinale sur la prévention des hospitalisations et les décès chez des patients âgés pour les Fluelda. Donc, on ne l'a pas cette année, effectivement. J'espère qu'on l'aura l'année prochaine. Sachez que arrive pour l'année prochaine également le vaccin grippal avec adjuvant. Donc, il y aura peut-être une meilleure efficacité. Ça. Ouais. On en reparle l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, on aura un vaccin trivalent, alors que cette année, il est encore tétravalent. Exactement. Parce que c'était un petit peu le débat d'enlever une souche B qui finalement ne se voit plus, quoi. Peut-être même qu'on aura des vaccins combinés, grippe, Covid, VRS. Mais sûrement, du coup, comme ça, tu pourras venir à Pellegrin nous en parler, Elodie. Avec plaisir. Et peut-être même qu'on aura le vaccin nasal vivant pour les enfants. Donc là, attendez, gardez des sujets pour l'année prochaine. Très bonne question d'une de nos amies également. Est-ce qu'un schéma chez un nourrisson initié par le Prévenard 13 peut se poursuivre avec le Vaxneuvance? Oui. Ok. Quand tu parlais de non interchangeable pour les schémas vaccinaux pour le méningo B, ça veut dire que si on commence un schéma avec l'un des deux, on le finit avec le même. Oui. C'est ça que ça. Sachant que de toute manière, il n'y a que le Vexero pour le nourrisson de moins de 2 ans. Donc ça change, voilà. Bon. Ouais.
Qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y a une question, c'est plutôt pour Madame Blanchard, je pense. Pour les sujets très immunosénescents de plus de 80 ans, est-ce qu'il y a un intérêt à décaler l'injection de la vaccination antigrippale dans la saison pour avoir peut-être une durabilité? J'imagine que c'était le sens de la question. Voilà. Pour Alors, l'instant. c'est une excellente question parce qu'effectivement, enfin, je pense que ça se base sur l'immunosénescence effectivement et sur la durée de protection qui est plutôt courte. Bah, effectivement, c'est sûr que si on est très vigilant, qu'on fait très attention à l'arrivée épidémique, on peut la décaler un petit peu, mais il faut juste faire attention à ne pas louper une opportunité de vacciner des patients qui sont clairement les plus fragiles. Donc, si on a la possibilité et qu'on a les patients sous les yeux, oui, effectivement, c'est une bonne idée. Si en revanche, on ne les a pas sous les yeux, bah, il faut vacciner plutôt que de louper une opportunité. Et la théorie de refaire une deuxième injection éventuellement au plus grave en février-mars, elle est toujours d'actualité, Elodie? Alors, c'est un positionnement d'expert. En fait, ça repose juste sur la constatation que quand on revaccine, on augmente le titre d'anticorps. Ok. Mais en fait, on n'a pas de preuves sur l'efficacité directe. Donc, effectivement, c'est un positionnement d'expert chez des patients sous chimiothérapie pour un cancer. Donc, en saison, en pleine épidémie grippale, les recommandations sont de proposer une deuxième dose de vaccin grippal chez des patients cancéreux sous chimio. Ça peut s'entendre chez des patients âgés, bien que ce ne soit pas positionné comme tel dans les recommandations. Alors, je vais juste me permettre de rebondir sur ta première partie, et notamment s'il y a des gens de Paris. On a déjà des cas de grippe à Paris. Je ne sais pas si vous savez pour quelle raison, mais tout simplement les JO. Et donc, l'hémisphère sud est arrivé à Paris. Donc, il y a déjà les premiers cas de grippe à Paris. Donc, je pense que ce que tu disais, Elodie, de vacciner les plus à risque dès à présent, c'est-à-dire dès le 15 octobre, cette année, ça sera peut-être une exception puisque la grippe sera peut-être là un peu plus tôt. Mais c'est vrai qu'en dehors des JO, en général, nous, c'est vrai qu'on dit aux patients d'attendre plutôt novembre, puisque souvent les premiers cas de grippe du Nord. Alors, j'ai encore des questions qui continuent à arriver, donc on va. Il faut faire des réponses courtes. Voilà. C'était la question, mais celle-là, elle est pas mal pour les professionnels de santé et les professionnels de la petite enfance. Le rappel du vaccin contre la coqueluche. Du coup, on rentre. Donc, on rentre. Vas-y, Vincent, accélère. Tous les 5 ans ou on laisse. En fait, là, il y a une épidémie actuelle. Voilà. Donc, il y a l'épidémie actuelle où ça vaut le coup, je tape dessus. Oui, d'avoir un rappel si vous l'avez il a plus de 5 ans. été vacciné depuis plus de 5 ans. Voilà. Ce n'est pas une obligation, c'est conjoncturel en lien avec l'épidémie actuelle. Alors, on va passer aux vaccinations méningo. En ce qui concerne le Bexsero, il n'y a pas d'indication, de recommandation ni de remboursement après 2 ans. Sauf après, ça reprend avec l'adolescence. Oui. On est d'accord de ça. Donc ça, c'est important. Après, les parents peuvent toujours faire vacciner leur enfant. Hein. C'est Là, on vous met les recommandations HAS. Voilà. Après, si les parents, vous pouvez toujours le prescrire et il ne sera juste pas remboursé. Et les parents débourseront les. Il y a des parents très motivés. Oui. Si chez un nourrisson, on a amorcé un schéma vaccinal contre le méningocé, exclusivement le méningocé, qu'est-ce qu'on fait de lui à 12 mois Le Nimenrix. Voilà. Et enfin, non, le Nimenrix ou le Quadfi. Enfin, vous faites un quadrivalent à 12 mois. C'est ça, on l'a dit tout à l'heure, on est bien clair. Si vous avez eu du C et petit et que vous êtes ado, c'est ce qu'on a dit, ou plus grand ou plus petit, c'est quadrivalent, on s'en fout, il n'y a aucun risque. Par rapport à ce que tu disais parce que le problème, c'est le W et le Y. Oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Marion, si on a fait une injection donc, par mégarde ou de Nimenrix à 5 mois, c'est-à-dire du tétra. Il faut refaire une deuxième dose de primo-vaccination, puis un rappel. Je ne sais plus par contre le délai à respecter entre les 2 doses de primo-vaccination. C'est écrit dans les recommandations du Nimenrix. Mais si le premier Nimenrix est à 5 mois, il faudra 2 doses de primo-vaccination, puis un rappel vers 12 mois. Oui. Plus l'espacement. Donc désolé, ça c'est un peu technique, mais non, mais c'est important. C'est pour rappeler qu'aux gens, il y aura le replay et qu'il y a aussi le calendrier des vaccinations que je montre ici, qui est très bien fait, qui peut être aussi un pense-bête. Et au niveau questions-réponses, il y a le site Infovac
qui est très actualisé et il y a tout un endroit questions-réponses où souvent on retrouve les questions qu'on se pose, si vous avez des questions. L'indication du nirsevimab pour cette année, c'est pour les nourrissons qui sont nés à partir du 1er janvier 2024. Oui. Néanmoins, ils ont pu être exposés à la circulation virale l'année dernière, soit avoir fait une bronchiolite avérée, soit ils ont pu aussi déjà faire un Beyfortus. Dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce qu'on en fait? Il reste recommandé, c'est tout nourrisson sans exclusion né à partir du 1er janvier 2024, indication du nirsevimab. Par contre, l'intérêt sera moindre s'il a déjà été exposé au VRS, puisque la gravité du VRS est surtout liée à la première infection à VRS. Donc un enfant né après le 1er janvier 2024 qui a déjà fait un VRS ou déjà eu le Beyfortus, il y a moins de... Ça va être moins bénéfique pour lui de faire le Beyfortus, mais il est recommandé. Il n'est pas prioritaire. Il n'est pas prioritaire, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de manque de dose. C'était ça l'an dernier qui s'est passé. Ouais. Il est 13h59. T'as pas eu 2-3 micro-questions? T'as tout épuisé? Si, il y a vaccin VRS et nourrissons. Vas-y. Le problème, c'est que les nourrissons qui font des formes graves d'infection à VRS, ils ont souvent moins de 2 mois. Et vacciner un nourrisson de moins de 2 mois, ça ne marche pas sur la réponse immunitaire, d'où les anticorps. Ouais, ça, c'est une question que j'ai vu passer, oui, tout à fait. Voilà. Ok. Eh bien, c'est super. Oui, Charles, tu veux lever la séance? Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce temps d'échange qui a respecté parfaitement le timing. Alors, n'hésitez pas à nous dire si voilà, ce format vous convient toujours, à la fois sur la durée et sur le jour et sur l'heure. Ça a l'air de bien marcher. Et sur les sujets. Et sur les sujets, sachant que le prochain sujet, ça sera les infections respiratoires hautes. Et nous aurons le plaisir d'avoir le professeur Valérie Franco-Vidal. Et puis, voilà, on est ouvert à toute proposition et prêt à faire autant de webinaires que besoin. Et vous pouvez les voir en replay sur notre site CPAS CRATB. Merci pour vos remerciements. On voit des gens qu'on connaît dans les messages. Et bon week-end à tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Et merci beaucoup, Élodie, pardon. Merci à vous. Merci beaucoup, Élodie, pour ton expertise nationale et voire plus. C'est vrai que c'était un grand honneur de t'avoir. Merci à vous.